La nouvelle configuration politique, source d'instabilité, le cumul des mandats, la réhabilitation des institutions, l'axe Conakry, Bamako et Ouaga, quelle lecture pour le Sénégal? Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 25 septembre 2022 Madame Mariama Touré, sociologue, et Serigne Momar Sarr, sociologue, politiste et enseignant-chercheur. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 25 septembre 2022 de 10h à 11h sur e-Radio, la première radiovision du Sénégal. La nouvelle configuration politique, source d'instabilité, le cumul des mandats, la réhabilitation des institutions, l'axe Conakry, Bamako et Ouaga, quelle lecture pour le Sénégal? Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 25 septembre 2022 Madame Mariama Touré, sociologue, et Serigne Momar Sarr, sociologue, politiste et enseignant-chercheur. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 25 septembre 2022 de 10h à 11h sur e-Radio, la première radiovision du Sénégal. Jarama Cheikh Anta Diop liggéeyal na xeet wi ñu ngi déggalooy Cheikh nga ñuy xeexal ñu lay xeex jarul làkk Cheikh Anta Diop liggéeyal na xeet wi ñu ngi déggalooy Cheikh nga ñuy xeexal ñu lay xeex jox nga ñu sa àdduna taxawaayu soldat jaarama Cheikh Anta Diop liggéeyal na xeet wi ñu ngi déggalooy Cheikh nga ñuy xeexal ñu lay xeex jarul làkk Cheikh Anta Diop. Madame, monsieur, bonsoir, bonjour, merci donc d'être fidèle à e-Radio. Dimanche 25 septembre 2022, l'Air du Temps revient pour mettre les mots qu'il faut sur les faits d'actualité récents. Le Sénégal est un pays qui se transforme du fait de la crise, des crises multiples qui frappent donc sans qu'on y peut grand-chose. La politique est toujours aussi animée. On a invité ce matin Madame Marième Touré-Thiam, sociologue et ancienne du système des Nations Unies. Bonjour Madame Touré. Bonjour Hassan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous en prie. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Serigne Momar Sarr, sociologue et chercheur, enseignant-chercheur. Bonjour Monsieur Sarr et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous parlerons de beaucoup de faits d'actualité, mais nous ne pouvons entamer cette émission sans présenter nos condoléances à nouveau à notre confrère et collègue Alassane Samba Diop, dont la perte du grand frère est terrible. C'est immédiat et toute la profession journalistique qui est en deuil. Donc, nous pouvons commencer cette émission avec les hommages qu'on peut rendre à Soro Samba Diop. D'abord, Madame Marième Touré-Thiam, nous pouvons vous donner la parole pour vos hommages. Merci beaucoup Hassan. Je pense que la première chose que je pourrais dire, c'est que je m'incline réellement devant le décès d'une grande personnalité. Je dis personnalité en mesurant mes mots, parce que Soro n'était pas simplement un journaliste ou un spécialiste de la communication. C'était une personne qui faisait autorité. C'était une personne qui avait une qualité d'écriture, une qualité d'analyse et une capacité anticipatrice qui, moi, m'a beaucoup frappée depuis que je l'ai connu avec
feu le professeur Ibader, qu'il fréquentait beaucoup à l'époque. Je voudrais présenter mes condoléances à sa famille biologique, à Alassane Samba surtout. Je pense que c'est une famille tellement discrète que c'est seulement hier que j'ai appris que Alassane Samba était le frère de Soro. Pourtant, je dois dire et je peux dire que j'ai côtoyé les deux. Alors, je présente aussi mes condoléances à la nation sénégalaise et je prie pour que le Seigneur l'accueille, qu'il rencontre Ibader au plus haut des paradis. Hassan, vous me permettrez de saisir l'occasion parce qu'au moment où j'entrais dans cette salle, j'ai appris aussi le décès de Mame Diarra Seck, une brillante jeune cadre sénégalaise qui était de ma famille biologique, qui est décédée aux États-Unis, semble-t-il, cette nuit, sans avoir été malade. Je présente mes condoléances anticipées à Yaïman, sa mère, à son père et à toute notre famille. Cela aussi, c'est une grande perte pour le Sénégal. Très bien. Le monde est tragique. Nous vous présentons également nos condoléances. Donc, Soro Diop était avant tout un philosophe. Et l'adage dit que la mort ne surprend jamais le sage. Il est toujours prêt à partir. Monsieur Sarr, vous, en tant que sociologue et ami du groupe Immédiat, nous vous donnons également l'occasion de présenter vos condoléances. Merci M. Gueye de me donner l'opportunité de présenter mes sincères condoléances au groupe et en l'occurrence M. Alassane Samba Diop. Comme l'a dit Mme Marème Touré Thiam, on ne savait même pas que c'était le frère de Alassane, tellement ils sont discrets. Hier, j'ai lu des témoignages vraiment unanimes sur la personne, sa qualité d'abord de philosophe, ensuite de journaliste, de formateur de la jeune génération. Moi, je ne me suis plus à le lire, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'ai beaucoup appris de lui en faisant des lectures, et notamment l'un de ses derniers textes qui s'offusquait justement de cette pensée unique ou de ce terrorisme intellectuel qu'on tente un peu de nous imposer au niveau du débat public et au niveau de l'espace public sénégalais. Donc c'est l'occasion de lui rendre hommage et de savoir qu'il a travaillé pour la nation et que le Seigneur l'accueille au paradis. Très bien, M. Sarr. Donc on va entrer dans le vif du débat. On va commencer par parler peut-être de ce que certains appellent la fronde de Mme Aminata Touré, qui pourrait aujourd'hui même lancer un nouveau mouvement. Beaucoup s'attendaient à ce qu'elle devienne un peu la présidente, la première femme présidente de l'Assemblée nationale, la deuxième institution de la République. Ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce qu'elle a raison, Madame Touré, Madame Thiam, donc Aminata Touré, d'entrer dans cette sorte de fronde? Est-ce que aussi l'exécutif a eu raison de l'enlever ou de ne pas la proposer pour devenir la première femme, en tout cas, de l'Assemblée nationale du Sénégal? Merci Hassan. Je crois que ça c'est une question difficile. Il ne s'agit pas d'avoir raison ou d'avoir tort, mais je n'appellerai d'ailleurs pas la conférence ou le point de presse appelé par Aminata Touré, que moi j'appelle affectueusement, comme beaucoup de Sénégalais, Mimi, comme une fronde. Je pense que elle va poser un acte politique pour répondre à un acte politique. Je crois que si Aminata Touré est déçue ou offusquée de n'avoir pas été proposée à la présidence de l'Assemblée du Sénégal, elle ne serait pas seule dans cette posture. Moi-même, je dois dire, en tant que citoyenne et en tant que femme, que je pensais que le président Macky Sall allait saisir cette occasion d'or
pour poser un acte historique. Le président Wade a été à l'origine de la parité. Le président Macky Sall a eu la chance de formaliser cette parité. Le président Wade a été le premier dans l'histoire du Sénégal à mettre une femme à la primature. J'avais écrit à l'époque que c'était une première, que je souhaitais réellement que cette première devienne un précédent historique. Parce que ça, ce qu'il avait fait, le président Wade, c'était un acte civilisateur. Le président Macky Sall a aussi, à travers la personne de Mimi d'ailleurs, nommé une femme à la tête de la primature. D'accord. Je crois qu'il pouvait dire « J'ai été le premier à avoir nommé une femme à la tête de la deuxième institution de l'État. » Et il serait très logique qu'il le fasse. Parce que l'explication qui a été donnée pour le nouveau président de l'Assemblée, c'est que c'est une personne sage, c'est que c'est une personne qui a une légitimité. Maintenant, j'ai même appris dans les laboratoires de l'APR qu'ils distinguent bien ce qu'ils appellent la légitimité politique et la légitimité historique. Et je reprends ma nièce et très brillante, honorable Adji Mergane Kanouté. Mais je crois que si tant est vrai qu'il avait cette légitimité et cette carrure, on peut se poser la question de savoir pourquoi ce ne fut pas lui qui eut l'occasion de diriger la liste et de sillonner le Sénégal. Je crois que si Mimi a été choisie pendant cette période qui n'est pas des plus calmes dans l'histoire politique du Sénégal, c'est parce que aussi, quelque part, on lui prêtait une certaine carrure, une certaine posture et une certaine compétence. C'est ça, je vous coupe pas. Est-ce que vous jugez aujourd'hui que Monsieur le Président de la République est un féministe? Je ne peux pas dire ça. Je peux dire que Monsieur le Président de la République, avec lui et depuis son magistère, il y a eu des actes importants, des actes significatifs qui ont été des gains pour les femmes. Je pense que le dernier acte en date, c'était la loi criminalisant le viol. Et ça a posé beaucoup de problèmes, mais il a assumé ça avec courage et détermination. J'ai dit aussi à l'entame que c'est avec lui que la parité a été formalisée. Cela dit, je crois aussi qu'il y a des choses sur lesquelles il aurait réellement pu, de mon point de vue, faire mieux. La configuration du gouvernement, très franchement, je ne crois pas que ça ait été une configuration émanant d'une personne que l'on peut qualifier de féministe. Oui, parce qu'il n'y a que 8 minutes. On va y revenir. Donc, on peut laisser la parole à M. Sarr. Est-ce qu'on peut juger, pour en finir avec ce sujet, que le fait que Mme Aminata Touré ne fut pas choisie comme première présidente de l'Assemblée nationale, est-ce que cela relève de la réelle politique? Parce que aussi, ses ambitions pour la haute station présidentielle ne sont pas cachées. Elle n'aurait pas sa langue, du moins je dirais pas dans sa poche, mais nouée au pagne. Elle est relativement libre. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Et oui, clairement, peut-être le mot peut être lâché que c'est de la réelle politique. Seul le président de la République peut nous dire les motivations qu'il y a derrière. Tout ce que l'on sait, c'est que Mme Aminata Touré est une dame quand même adorable et très combative. Donc elle a eu beaucoup de cran et de courage pour diriger cette liste. Peut-être ça devrait lui revenir ainsi, le poste de président de l'Assemblée nationale. Le président de la République en a décidé autrement. Ça manifeste encore une fois de plus la toute-puissance du président de la République en tant que président et puis ensuite en tant que président de parti. Et ça interroge par ailleurs le leadership qui est développé au sein des partis qui ne parvient pas à émerger, d'autant plus que le chef de parti a toujours ses préférences et ses calculs que lui-même
saurait à quoi ça va lui vouer. C'est d'autant plus regrettable que Mme Aminata Touré fait preuve de leadership féminin. Maintenant, il faut aussi savoir que c'est une dame, comme vous venez de le dire, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a fait peut-être un excédent d'ambition. À contrario, on remarquera un Amadouba qui est plutôt calme dans son rôle et qui peut-être, à cette faveur-là, peut avoir la confiance du président, ce qu'il lui a manifesté à travers le poste de Premier ministre. Donc Mimi Touré aussi n'a qu'à prendre ses responsabilités et savoir qu'elle-même, elle a toujours fait preuve d'un certain leadership qui doit aussi lui permettre d'afficher son ambition qui ne colle pas trop avec ce que le président voudrait faire de sa formation politique et de lui-même son avenir politique. C'est ça. Et en cas de fronde, la majorité n'aurait plus la majorité absolue là-bas, parce que c'est beaucoup de risques que aussi le président a pris, on peut le dire comme ça. Beaucoup de risques. Peut-être le président prendrait aussi beaucoup de risques en la désignant au sein du parti comme président de l'Assemblée nationale, puisque je ne la connais pas, mais je pense que c'est une dame qui n'est pas contrôlable. Hors de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, le président de la République a besoin d'avoir une mainmise. Maintenant, cette majorité dont on entend parler est carrément relative. De toute façon, il peut y avoir des défections, tout autant au niveau de la majorité présidentielle comme au sein de l'opposition. Autant on indexe un peu que cette majorité est relative, autant on n'interroge pas les autres députés qui sont dans ce que l'on appelle l'opposition et qui peuvent être tentés d'être favorables au parti au pouvoir. C'est juste des tractations quand il y a vote de loi et c'est aussi des propositions qui peuvent aller dans le sens d'être favorables à l'APR au sein de l'hémicycle. Très bien, on reviendra tout à l'heure sur l'Assemblée nationale et même en parlant de l'opposition. On peut parler à présent du gouvernement. Madame l'a brossé tout à l'heure en anticipant son insatisfaction par rapport à la configuration de ce gouvernement. On peut observer qu'un ministère régalien, celui de l'économie et des finances, a été attribué à une dame, ce qui est une première également, ce n'est pas rien. Mais il y a une forte minorité de femmes. Et vous soulignez que cette liste n'aurait pas été composée par Monsieur le Président de la République. Pourquoi vous êtes si insatisfaite de la configuration de ce gouvernement de Amadouba? Je crois que si c'est seulement du point de vue de l'équité de genre, réellement il y a des questions à se poser. Il est vrai que la parité du point de vue légal, c'est-à-dire du point de vue juridique, ne concerne que les organes et les instances électives. Mais depuis le vote de la loi sur la parité, il y a quand même, je n'appelle pas ça une revendication, mais une revendication d'ailleurs, et des suggestions fortes qui consistent à dire qu'un effort doit faire et que la parité, on devrait envisager de l'étendre aux fonctions nominatives. Si on regarde du point de vue simplement quantitatif, parce que la première mesure, quelles que soient les questions qu'on aborde, c'est d'abord de quantifier. Aujourd'hui, il y a moins de 23%, moins de 20% même, disons, de femmes dans le gouvernement. Parce qu'il faut compter les 38 ministres, mais il faut compter tous ces ministres qui ont été nommés au même moment et ceux qui vont être nommés ministres conseillers pour dire que 8, c'est réellement très peu. Maintenant, effectivement, il y a des avancées sur lesquelles les femmes et les personnes éprisses de justice de façon générale, parce que la question de l'équité de genre n'est pas une question qui concerne seulement les femmes, ne crachent pas. C'est vrai qu'on a non seulement nommé une femme au poste de ministre de l'économie et des finances, mais il y a aussi une femme
à la tête du ministère des Affaires étrangères. Il y a une femme à la tête du ministère de la Femme, ce qui est aussi très bien. Parce que le fait d'avoir un ministère de la Femme, même si de ce point de vue-là, vous me permettrez de dire qu'en tout cas, moi et les spécialistes de ces questions, nous avons quand même noté que le terme genre a subrepticement, sans bruit, disparu de l'appellation du ministère. Je crois que cela a aussi une signification politique. Et cela, en tout cas moi, mais toutes les personnes qui comprennent l'enjeu de ces questions, nous pouvons considérer ça comme un recul. Parce qu'il n'y a pas une seule personne avertie au Sénégal qui ne soit pas au courant de tout le débat qu'on a eu antérieurement et du fait qu'il y a des forces bien structurées au Sénégal qui avaient même dit qu'ils exigeaient que le terme genre. Je crois que cela relève d'une confusion conceptuelle qui parfois a été sciemment entretenue. Parce que c'est vrai que le mot genre a connu un certain amalgame où des personnes ont pensé et ont dit, et je pense même parfois de façon très malhonnête, que dire genre, c'est dire qu'on accepte réellement l'homosexualité. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Moi, je peux me prévaloir d'avoir fait ma thèse sur les questions de genre. Genre, c'est simplement les rapports sociaux de sexe au sein d'une société. Mais du moment que ça pose problème, est-ce qu'il ne faille pas trouver un autre mot beaucoup plus consensuel? Vous voyez, le conflit, c'est quelque chose de structurant pour toutes les avancées. Ce n'est pas parce que quelque chose devient conflictuel qu'on doit mettre du sparadrap. Si on veut réellement qu'un conflit conceptuel ou un conflit quelconque, mais un conflit conceptuel devienne heuristique, il faut adresser la question. Adresser la question, c'est expliquer. C'est expliquer les points de vue. C'est expliquer le sens des mots. C'est expliquer que genre, comme la société est constituée de femmes et d'hommes qui sont en interaction et justement qui peuvent avoir des intérêts différentiels. C'est pour cela que l'on dit Madame Mimi Touré est une femme. Si on la mettait à la tête de l'Assemblée nationale, il y a des pays dans lesquels on ne pose plus ces questions. Il est devenu naturel, simple et ordinaire d'avoir une femme à la présidence ou d'avoir une femme à la tête de l'Assemblée nationale ou d'avoir une femme à la tête de la primature. Il y a des pays dans lesquels ces questions n'existent plus. Mais c'est parce que dans ces pays-là, les gens ont eu le courage de faire face au conflit conceptuel et d'expliquer. C'est vrai que certaines femmes, j'ai même entendu beaucoup de collègues dire, du moment que cela posait problème, c'est bien normal qu'on lui enlève. De toute façon, je peux dire que ce n'est pas moi pour moi. Je regardais hier avec beaucoup d'attention les attributions au niveau des ministères parce que le décret d'attribution est sorti et j'ai eu au moins un peu de baume à mettre dans mon cœur parce que je crois que c'est seulement un recul tactique. On a enlevé le terme de l'appellation du ministère, mais la DEG est encore au ministère de la Femme, c'est-à-dire la direction de l'égalité, de l'équité et du genre. Les cellules genre sont restées dans tout et équité sont restées dans tous les ministères dans lesquels ça existe, la quasi-totalité des ministères. Et je pense que le genre va continuer d'être un indicateur et un élément qu'on regarde dans le cadre du plan Sénégal émergent. Bien, donc je pense que de ce point de vue-là, on peut dire à la décharge du président Macky Sall que c'est seulement un recul tactique qu'on a connu et c'est peut-être probablement pour apaiser le débat. D'accord. Donc recul tactique et pas manque de courage. On reviendra tout à l'heure parce que j'avais une question spécifique à vous poser. On reste avec le gouvernement et on a dit gouvernement de combat, gouvernement de défi. Tout cela c'est très très important compte tenu du contexte qui est excessivement chargé et lourd de cris. Vous pouvez
nous délivrer votre analyse, M. Sarr, tout en évoquant également le terme genre. Est-ce que vous êtes rassuré qu'il saute finalement? Je pense que l'analyse que vient de faire Madame Marème Touré est extrêmement intéressante. Le fait que ce soit un recul stratégique ou tactique. Mais en tant que citoyen, pas analyste, je ne suis pas du tout rassuré. Il y a un contenu qui doit être mis au niveau des concepts, notamment genre. Mais quel est le contenu? Ça prête à équivoque, d'autant plus que vous voyez depuis un certain temps, il y a des organisations de la société civile et même une frange de l'opposition qui porte un projet pour la criminalisation de l'homosexualité. C'est parce que ces groupes-là n'ont pas totalement confiance à la manière dont l'État marche sur ces questions-là. Il faudrait que le débat soit posé, mais le débat n'est jamais posé. Chacun est dans sa logique. Et on comprend que le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire sur l'attribution des ministères et le contenu qui est mis, il n'y a pas un débat qui a présidé cela. C'est des décisions qui viennent comme ça s'imposer à la société, et c'est aux acteurs de la société de s'adapter un peu à cette situation, ce qui est regrettable. Maintenant, pour en revenir sur la constitution globale du gouvernement. Bon, le mot qui a été lâché, c'est que c'est un gouvernement de combat. Moi, j'aimerais qu'on me dise c'est un combat par rapport à quoi? Et de ce que j'observe, c'est un combat politique. Ce qui est regrettable et lamentable. Ça ne doit pas être un combat politique dirigé contre les forces de l'opposition, puisqu'on voit qu'il y a une certaine instabilité et des invectives, notamment à l'Assemblée nationale. Mais ça doit être un combat qui doit être mené contre les inégalités, contre la pauvreté, contre les crises internationales qui s'abattent sur notre pays, notamment sur la question des engrais, sur l'alimentation, etc. C'est là où j'aimerais que le combat se situe, et non pas sur filigrane ou en sourdine, une question de troisième mandat qui sera encore débattue sur les prochains mois, et qui ne soit pas totalement un gouvernement qui combat les inégalités et la pauvreté. Pour terminer sur cette question, il y a une appellation qui est fort éloquente au niveau du ministère de l'Agriculture, Équipement rural et Souveraineté alimentaire. J'attends de voir de quoi il sera question. Mais regardez, le président de la République a lâché ce mot-là un certain 3 avril 2022, je pense, discours de la nation en prélude de la fête d'indépendance. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait au niveau international? Il est allé devant Poutine, qui a demandé un peu du blé ou de l'engrais, ainsi de suite. Ce qui montre aussi un certain déphasage entre ce qui est la volonté qui est exprimée et les actes qui sont posés. Maintenant, on attendra de voir de quoi il sera question. Autre chose, j'ai vu qu'au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, on a ajouté transition écologique. C'est à la mode, notamment du fait de notre mimétisme institutionnel d'avec la France. La question de transition écologique aussi, il faut savoir que si ça procède de la problématique du changement climatique, l'Afrique ne contribue aux pollutions de gaz à effet de serre qu'à l'ordre de 3 ou 4%. Ce sont les pays du Nord qui polluent. Nous, on a un faible niveau d'industrialisation. Et on aspire à l'industrialisation pour accompagner toute la dynamique que l'on observe dans le pays et qui peine aussi à se mettre en jeu. Est-ce qu'il est de notre ressort de faire une transition écologique, même s'il y a des efforts qui ont été faits sur la diversification des sources énergétiques, jusqu'à ce que ça plombe notre capacité d'industrialisation et de production? C'est des questions aussi que je pose. Troisième aspect qui m'intéresse sur cette constitution, la dénomination du ministère de la fonction publique. On a ajouté transformation du secteur public. Depuis que le président est là, et notamment en 2016, lorsque Boun Abdallah Dionne était Premier ministre, il y a un programme de modernisation de l'administration. Mais depuis, les usagers que nous sommes s'offusquent toujours de la qualité de service public. Déjà de comment on nous parle, de comment on traite les papiers, etc. etc. On se demande globalement qu'est-ce qui se passe. Et même de la politisation de l'administration. Il y a deux choses à distinguer à ce niveau-là. La réforme de l'État et la modernisation de l'administration. C'est du temps de Diouf, on en discute depuis toujours. Mais il tarde à avoir cette transformation qui est lâchée comme mot et qu'on n'observe pas dans le quotidien des Sénégalais. En gros, ça revient à quoi? À être attentif sur deux choses qui doivent concerner et intéresser toute société. La question de l'alimentation et la question de l'énergie. Très bien. Oui, c'est ça. On va revenir à vous tout à l'heure pour parler un peu de l'opposition, puisque il faut qu'on en parle également. Mais la question spécifique, bon, d'abord, M. Amadou Ba est le Premier ministre depuis qu'on l'a nommé, ça fait une semaine.
mais il semble relativement transparent, on ne l'entend pas encore. On ne sait pas si c'est la discrétion ou pas. Mais il y a autre chose. Vous parliez de ministère de la femme. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi à côté, il n'y a pas un ministère chargé des hommes ou un ministère des hommes, etc. Pourquoi autant de sororité et pas de ministère en charge des hommes? Parce que les hommes aussi souffrent dans ce pays, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de chômage dans le rang. Est-ce que vous allez plaider pour eux, madame? Oui, moi je trouve cette question à la fois sérieuse et un peu provocatrice, et même, provocatrice, disons. Mais avant de venir à cela, je devrais dire mon accord parfait avec l'analyse de Serigne Momar. Oui, de Serigne Momar. J'allais dire mon jeune collègue, parce que vous voyez les mamans, elles disent toujours de Serigne Momar. Parce que ce que Serigne Momar pose à la vérité, c'est que ce qui interpelle le président et l'État du Sénégal, c'est une question de congruence entre ce qui est dit et ce qui se fait. C'est vrai que c'est très important de dire mon ministère de l'Agriculture devient un ministère de la souveraineté alimentaire. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans l'incantation et qu'on a dit que le ministère s'appelle maintenant souveraineté alimentaire qu'on a commencé à adresser les problèmes. Pour que ça devienne un ministère de la souveraineté alimentaire, pour que quand la Russie est en guerre, le Sénégal n'arrive plus, le Sénégal continue à manger, à se nourrir, la question c'est de dire qu'est-ce que je dois faire réellement. Parce que c'est dramatique que quand il y a une guerre en Europe, c'est nos ventres qui sont ligotés. Cela veut dire que ce qu'appelle l'option d'une souveraineté alimentaire, parce que jusqu'ici, c'était un grand débat en Afrique, le concept de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire. Et les bien-pensants qui pensent pour nous ont toujours pensé que nous n'avons pas besoin d'une souveraineté, mais nous avons besoin d'une sécurité alimentaire. C'est-à-dire, nous avons besoin que le maïs, que le blé, que le riz, que toutes ces choses-là que nous mangeons quotidiennement ne soient pas fabriquées chez nous, mais qu'on puisse trouver les passerelles qui les permettent de les amener là. Faire une congruence entre le dire et le faire, entre ce que je dis et ce que je fais, c'est dire que je prends un acte politique, je ne dis pas politicien, important, de dire que mon ministère est un ministère de la souveraineté, mais si je veux que réellement les Sénégalais soient alimentairement souverains, qu'est-ce que je fais? Et c'est malheureusement cela qui n'est pas fait. Valable pour la question qu'il a posée de la transition écologique. L'Afrique n'est pas pollueur. L'Afrique, c'est réellement quantité négligeable par rapport aux changements environnementaux de façon générale. Aujourd'hui, pourquoi nous pensons que nous devons être à l'avant-garde de ce qui porte la transition écologique? Alors... Sinon, la congruence, c'est un mot assez rare. Vous pouvez nous en donner la... Être congruent, c'est faire ce qu'on dit, qu'il y ait une harmonie entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est ça la congruence. C'est joindre l'acte à la parole. Entre l'acte et la parole, c'est ça qui est ici la congruence. Très bien. Parce que je pense que moi j'ai l'habitude de dire, il y a vraiment des ruptures qui sont fondamentales et qui plombent les Africains. Et parmi ces ruptures-là, il y a la rupture entre l'acte et la parole. Vous voyez, si vous regardez la télé,
le soir, ou vous écoutez e-radio ou une autre radio, nous avons tout trouvé sur le papier. Mais quand on retourne au sachet de la ménagère, parce qu'il n'y a même pas de panier de la ménagère ici, ça fait longtemps que les gens ne partent plus au marché avec les paniers. Les femmes maintenant, elles partent au marché avec rien du tout et c'est des sachets qu'on leur donne. Donc, si on regarde le sachet de la ménagère, depuis le temps qu'on parle de tout ça, il n'y a rien qui a été fait. C'est parce que justement, il n'y a pas de congruence entre ce qui est dit et ce qui est fait. D'accord. Et votre question maintenant, c'était pourquoi il n'y a pas de ministère de l'homme. Je prends cette question très au sérieux, même si c'est une question qui peut heurter. C'est parce que partout dans le monde, l'étalon de mesure, quel que soit le secteur, c'est l'homme adulte. J'étais en train de vous dire tout à l'heure que je suis en train de finaliser un exercice d'audit genre d'une grande multinationale et j'ai visité 18 sites. Et à chaque fois, on me disait pourquoi genre, et après on me disait pourquoi pas des mesures affirmatives pour les hommes. Mais c'est parce que fondamentalement, tout cela repose sur un postulat qui n'est plus questionné, c'est que nos sociétés, mais en Afrique et ailleurs, sont des sociétés qui sont fondamentalement patriarcales. Une société patriarcale, c'est une société qui est basée sur la prédominance de l'homme sur la femme. Ça, c'est ce qui se passe dans notre société, c'est ce qui se passe en religion, c'est ce qui se passe en culture, étant entendu que la religion est une dimension fondamentale de la culture, et c'est ce qui se passe aussi dans les sociétés occidentales. Donc c'est pour cela que justement, en réponse à cette domination qui émane de notre culture, de nos croyances et du fondement de la société de façon générale, on fait des ministères pour donner plus de force à des personnes qui sont powerless. Powerless, c'est des personnes qui traditionnellement ne sont pas nantis de pouvoir. Et les femmes, dans notre société, et je dirais, les jeunes, il y a un ministère de la jeunesse, parce que les jeunes, dans notre société, qui, de mon point de vue, tête à deux mamelles, une mamelle patriarcale, qui minorise les femmes, même si elles sont sociologiquement les femmes, même si elles sont une majorité statistique, et qui minorise les jeunes, parce que nous sommes dans une société patriarcale et gérontocratique. C'est pour cela, M. Hassan Gueye, qu'il y a un ministère de la jeunesse et il y a un ministère de la femme, parce que en mettant un ministère de la jeunesse et un ministère de la femme, l'acte que le président valide, c'est que voilà deux segments de la société qui sont traditionnellement minorisés sociologiquement, donc qui sont powerless, qui ne sont pas traditionnellement nantis de pouvoir. Mais voilà, merci madame, c'est très clair. Donc on peut parler un peu de l'opposition à ce stade, parce qu'il nous reste quelques minutes encore, une dizaine. L'opposition avait, en tout cas, a réussi de bons scores durant les dernières élections, mais elle avait promis la rupture, d'être relativement civilisée quand elle viendra à l'hémicycle, en parlant de cumul de mandats qu'il fallait abolir, etc. On a appris que les véhicules des députés, en tout cas les anciens véhicules, seraient laissés aux anciens députés et que de nouvelles acquisitions seraient faites. Tout ça on comprend, parce qu'un député aussi c'est important, il ne peut pas rouler dans de vieilles guimbardes, etc. Un député, c'est la noblesse et l'honorabilité. Donc qu'est-ce que vous pensez de la posture de l'opposition? On peut également évoquer le cas de Barthélémy Diaz qui a été condamné en appel cette semaine. Est-ce qu'il, lui, à son tour, est-ce qu'il doit absolument se consacrer totalement à son mandat de maire de Dakar, puisque quand on voit l'état de Dakar également, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous pensez un peu de la posture à l'Assemblée nationale de l'opposition? Parce que moi, j'ai décrit ça l'autre jour comme le dernier des réseaux sociaux, l'Assemblée nationale, avec les images qu'on a vues. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Bon, il y a beaucoup de questions, vous vous retrouvez. Oui, je me retrouve, ça m'inspire de la crainte et de la peur pour notre démocratie, de la tournure des événements.
déjà rupture, il n'y aura pas de rupture. Ça, il ne faut pas trop s'épancher là-dessus. Autant la formation du gouvernement a été un statu quo, si on voit la composition, autant au niveau des pratiques au sein de l'opposition aussi, il ne saurait y avoir de rupture. Déjà, on est parvenu à créer deux forces, deux tendances, une pensée binaire entre pouvoir et opposition. Or, l'opposition devrait être plurielle pour un peu irriguer et alimenter tous les débats qu'il y a. On est trop prisonnier de nos modes de raisonnement et qu'on n'inclut pas un tiers qui serait exclu. Regardez sur la question des voitures. J'ai lu un collègue, il dit qu'il n'y a aucune disposition formelle qui permette de dire qu'à la fin de la mandature, on devrait donner les voitures aux députés. Honorabilité des députés, on devrait même enlever ce terme-là. En quoi ils sont honorables? De ce qu'ils font là-bas et de la station où on les attend et sur les questions sérieuses qu'ils devraient discuter, les députés. J'ai beaucoup de respect pour eux. Ce sont des représentants sur un système démocratique et choisis parmi un certain nombre de citoyens, l'ensemble des citoyens. Mais c'est ce choix-là qui pose problème. Vous venez de dire que l'Assemblée nationale serait même des réseaux sociaux bis, la manière dont les gens se comportent, les tenues qu'elles portent, etc. Ça n'augure pas un sérieux dans l'exercice de ce pouvoir-là qui a été donné par l'ensemble des citoyens et de ce que la démocratie sénégalaise a été au sein de cet hémicycle. Il y a d'éminentes personnes et personnalités qui ont siégé à travers ces bancs-là. Ils n'auraient jamais pensé se comporter de la sorte. Et qu'on en arrive ainsi, alors qu'on devrait être dans des pas en avant, il y a lieu de s'interroger sur l'état de nos institutions même. La rupture qu'on tente de nous imposer à travers le discours, Madame vient admirablement de dire qu'il n'y a pas une congruence entre la parole et les actes. C'est la même chose entre la question du cumul des mandats, dont on a vu qu'un parti l'a vendu sur son programme et que maintenant ça fait l'objet de discussion. Ça ne devrait même pas être l'objet de discussion. Où est-ce que ça nous mène? Ça nous mène vers une crise qui est structurelle au niveau de nos institutions, autant sociales que politiques, donc la famille et l'État. Et à ce niveau-là, la question des crises, je le situe à 3 niveaux. Une crise de l'autorité, une absence de sanctions et un problème moral, d'ascétisme moral. Et ça nous conduit dans la situation présente où on se trouve, que l'on ne se retrouve plus, qu'on ne parvient même plus à avoir du respect et du sérieux dans ce que nous faisons. Et ça, c'est dramatique. Et en sachant qu'il y a des jeunes qui observent, qui sont avant-gardistes au sein de beaucoup de partis politiques, la question de la parité, même si c'est respecté à l'Assemblée nationale, il y a une autre question qui devrait être interrogée à l'Assemblée nationale, c'est la question de la constitution du point de vue démographique des jeunes. Peut-être qu'il devrait y avoir un quota des jeunes. Prenez l'ensemble des partis, ce sont les jeunes et les femmes qui font tout le travail. Et maintenant, quand on en arrive à l'état des stations de décision, ils sont absents. Et tout autant, si on conceptualise bien le concept de genre, il suffit juste de trouver les individus qui sont en minorité ou qui sont dominés. Et pour la plupart du temps, sont les femmes et les jeunes pour régler cette question-là d'une autre manière. Moi, je n'ai pas confiance, pour le dire directement et très rapidement, en cette Assemblée nationale-là, d'autant plus que c'est un climat qui est entretenu quand même par le président de la République sur la question de troisième candidature ou de troisième mandat. Et puis ensuite, de l'élan qui gouverne l'opposition qui se dit être majoritaire. Et même de cette opposition-là, ce que l'on devrait observer, c'est le profil des hommes qui sont là-bas. Depuis l'invalidation de la liste Yewwi, si on avait leur liste majoritaire, peut-être les personnes qui étaient là-bas auraient fait un excellent travail. Mais il faut savoir que les personnes qui ont été investies ont été choisies par défaut. Je me suis même amusé à regarder, quand j'ai fini de voter, la question de la représentativité au niveau national. Ce n'est pas une question de manque de respect, mais plutôt des personnes qui sont des opérateurs économiques et ainsi de suite. Moi, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça. D'autant plus que on a parlé d'honorabilité et de la chape qui doit ensevelir le député pour le protéger. Immunité parlementaire. Mais c'est dans cette immunité parlementaire-là qu'il y a des dérives. Au cours de la législature passée, qu'est-ce qu'on a observé sur la question de passeport, de faux passeports diplomatiques, etc. C'est parce qu'ils sont protégés, les députés, qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Et même au niveau de la circulation.
Et nous sommes tous des citoyens. Il y a des Mais les gens vous enseignants parmi rétorqueront que ce n'est qu'un groupuscule, c'est-à-dire l'infime minorité qui s'ajoute de cette façon. Dans un sac de pommes de terre, c'est juste un groupuscule qui vont gâter, c'est ça. Bon, le temps est presque terminé. Et d'ailleurs, ce n'est pas une infime minorité parce que c'est quand même à la limite des porteurs d'opinion et les vedettes de l'opposition dans cette législature. Parce que, comme il dit, c'est une liste par défaut que l'opposition a fait élire. Et les deux personnes qui étaient les principaux acteurs dans ce que moi j'appelle un conflit de culture à l'Assemblée, c'était quand même les personnes qui étaient des personnalités élues dans les listes départementales et qui, eux, ne sont pas là-bas par défaut. Ça pose quand même un problème fondamental parce que, comme il dit à l'Assemblée nationale, certaines choses, beaucoup de choses sont codifiées. Même le dress code est codifié. Mais il y a quelque chose de fondamental qui ne peut pas être codifié sur papier. C'est le code comportemental. Et ce qui se passe à l'Assemblée, c'est un conflit de culture qui s'est traduit par le code comportemental. Personnes nouvelles arrivantes qui ont amené la culture de la rue, pas seulement la culture des réseaux sociaux, mais la culture du corps à corps dans les manifestations à l'Assemblée. Et je pense que l'honorabilité exige quand même une remise en cause, un mea culpa et des leçons à apprendre que l'opposition devrait humblement, auxquelles l'opposition devrait humblement procéder. Parce que j'étais aussi choquée du fait que des micros aient été arrachés et que des urnes aient été prises. J'étais plus choquée encore quand j'ai entendu ces acteurs-là dire qu'ils referont ça et qu'ils n'ont aucune leçon à tirer de cela. Je crois qu'il n'y a aucun problème que des gens qui arrivent essaient de perpétuer leurs codes comportementaux, mais je crois que c'est quand même un problème quand on ferme les yeux devant l'évidence. Si on peut encore un peu parler de l'Assemblée sur la parité, non. La parité, même le règlement intérieur, n'a pas été respecté à la mise en place du bureau du Parlement. Le président était un homme, la première vice-présidente devait être une femme, c'est acté dans le règlement intérieur de l'Assemblée. Personne ne l'a respecté. Pour les commissions, sur toutes les commissions, Benno Bokk Yakaar a mis une seule femme dans ses 7 présidents de commission. Mais l'opposition, si je prends Yewwi, c'est 0 femme sur 5. Et il n'y a que Wallu qui a respecté la parité. Très bien. Cela pose problème. Oui, non, ça pose beaucoup de problèmes. Il nous reste peut-être 1 minute et tout ça. On ne pourra pas parler de la géopolitique et du voisinage avec les régimes militaires qui sont à côté. Sinon, on peut rester toujours au Sénégal. Pour terminer, Monsieur Sarr, je vais vous reciter un peu une phrase du président Diouf, Abdou Diouf, qui disait que, comme vous êtes enseignant-chercheur, il disait qu'au Sénégal, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est un gros caillou dans votre jardin. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Pour terminer, c'est la dernière question. Ça n'a jamais été le cas. Les chercheurs trouvent. Les chercheurs trouvent. Maintenant, il y a quelle articulation entre la recherche et la politique, les politiques publiques au Sénégal? Il faut le demander à nos hommes politiques, en commençant par le président de la République. On a des laboratoires, on a d'excellents chercheurs qui trouvent des choses vraiment merveilleuses, excellentes, mais qui ne sont pas pris en compte dans la formulation des politiques publiques. La raison est toute simple. La formulation de nos politiques publiques ne répond pas à des ambitions et des objectifs de développement endogènes, puisque c'est soit des politiques communautaires, UEMOA, et c'est la France qui est derrière, ou bien au niveau des institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale.
Et donc qu'on ne s'en prenne pas aux chercheurs, mais qu'on fasse une refondation qui fasse de l'université le creuset même des politiques publiques. Ouais. Et là, on aura les solutions. Très bien. Ouais, c'est ça. Le temps est terminé. J'ai entendu également... c'est simplement une question de souveraineté intellectuelle. C'est terminé. Il y a quelqu'un qui vous a également critiqué, vous les sociologues, disant que vous êtes dangereux, que vous seriez dangereux, puisque vous trouvez de fausses ou de mauvaises explications aux phénomènes sociaux. Est-ce que c'est une attaque gratuite? Mais en 10 secondes. D'abord, la question de la recherche, ce n'est pas qu'on n'a pas des chercheurs qui élaborent, mais d'abord, les chercheurs ne sont pas forcément des trouveurs. C'est pour ça qu'ils s'appellent chercheurs. Mais c'est une question de souveraineté intellectuelle. Qu'est-ce qu'on fait du peu de savoir qui est produit dans nos universités par les personnes africaines? C'est toute la question qui est là. Maintenant, un sociologue, ce n'est pas forcément quelqu'un qui conforte l'ordre social. Nous travaillons pour la transformation sociale et mentale de cette société, mais cette transformation sociale et mentale, elle est fondamentale si on veut faire la transformation de l'économie. L'économie prend d'abord sa source dans les têtes et dans les mentalités des personnes qui les portent. Très bien, Madame Thiam. Il est 11h, excusez-nous. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu ce dimanche matin à e-radio et à l'Air du Temps. Madame Mariem Thiam Touré. Touré Thiam, donc merci sociologue, et monsieur Serigne Momar Sarr, sociologue et enseignant-chercheur. Dans un instant, les informations en bref suivies de JDD. Merci beaucoup. Africa,